Bienvenue dans votre émission Rendez-vous Sport sur Eden Télévision. Mesdames, Messieurs, au programme, on fait un retour sur la troisième journée du championnat professionnel de volleyball. Un focus sur la journée FIFA avec nos guépards. Et sans oublier une immersion, bien sûr, sur cette discipline sportive. Il s'agit bien sûr de roller sport. Et aussi, cette fois-ci, l'actualité qui a fait ce week-end. Il s'agit bien sûr des barrages de la Ligue des Champions qui a livré son verdict. Et on connaît désormais les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale. Et sur ce plateau, pour passer au peigne fin toutes ces actualités, je suis déjà avec mes consultants sportifs. Bertrand Brun, bonsoir. Bonsoir Modeste, bonsoir chers téléspectateurs de Eden TV et de Diaspora FM. Alors, Pérez Lécoutant, bonsoir. Bonsoir Modeste, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir aussi à tous les auditeurs de Diaspora FM. Oui, voilà, parce que nous sommes aussi suivis sur cette chaîne sœur, Diaspora FM Eden Télévision. Et on commence tout de suite, sans plus tarder, tout juste après ceci. On commence par le volleyball et après 3 journées, bien sûr, de cette nouvelle saison du championnat professionnel de volleyball. Ça parle déjà des surprises et aussi, bien sûr, des confirmations. Bertrand Brun, que peut-on retenir après 3 journées du championnat professionnel de volleyball? Bien sûr, Modeste, le championnat national de volleyball a débuté officiellement le 7 février 2026 et bien sûr, nous avons noté beaucoup de surprises, et de bonnes surprises d'ailleurs. À la tête du classement, nous notons déjà Dynamique VBC et Énergie VBC qui dominent ce début de saison avec des victoires nettes comparativement aux champions en titre Alada Olympique qui a enregistré beaucoup de défaites. Ces 3 derniers matchs ont été soldés par des défaites. Et cela est noté par le départ de 6 joueurs sur 7 titulaires, ce qui fait une surprise au niveau de ce club de volleyball qu'on a à la tête de notre championnat passé. J'espère qu'on ne va pas assister à ce qui se passe de l'autre côté du football où le champion en titre se retrouve pratiquement, bon c'est juste une parenthèse que je fais rapidement, avec le champion en titre Alada BBC, n'est-ce pas? Je pense que le club du ministre, de l'ancien ministre, je veux nommer Didier Apolgandibodé, ne se laissera pas faire ceci parce que les joueurs sont partis. Le départ de ces joueurs titulaires indiscutables sont comme une surprise. Mais déjà, avec l'ancien coach, je veux nommer Noël Agbayaron, qui est à la tête maintenant de la direction technique, fait déjà ce qu'il faut pour pouvoir redonner le blason et commencer par gagner les autres matchs à venir. Alors, Pérez Lécoutant, à peine commencé, qu'on note déjà de grosses surprises, notamment au niveau du champion en titre. Bertrand disait tout à l'heure, c'est suite au départ de certains joueurs. Comment, en tout cas, cette saison a été préparée du côté du champion en titre au point où on assiste à 3 sorties, 3 défaites déjà? Oui, le souci aujourd'hui, c'est de savoir, chercher à savoir si au niveau du championnat de volleyball, nous avons vraiment assez de joueurs pour autant de clubs. Les meilleurs sont chouchoutés et quand vous êtes bien dans un club la saison prochaine, c'est sûr qu'il y a d'autres clubs qui mettent le paquet et qui vous attirent, qui vous arrachent. Et c'est justement le problème aujourd'hui. Et il y a une chose qu'il faut savoir au niveau de Alada Volleyball Club, c'est que Alada Volleyball Club a décidé de miser sur la formation. Didier Apolgandibodé a signé un partenariat avec un centre de formation qui doit être dans le Monokoufo. Et ce sont les meilleurs joueurs issus de ce centre de formation qui viennent ces joueurs alimenter le club professionnel. C'est pour vous dire peut-être que cette saison, ils ont décidé de ne pas faire un recrutement de haut niveau, espérant d'avoir une autre pépinière qui viendra monter. Parce qu'il faut avoir le courage, si Dieu le dit, c'est l'un des clubs qui a vendu des joueurs à l'extérieur, qui a quand même eu assez de départs. À part Jiba VBC qui, il y a deux saisons, a fait forte sensation, mais l'année dernière s'est confronté à 2 gros départs et qui a fait qu'aujourd'hui, ils sont dans le bas du tableau lors de la saison passée. Cette saison, ils ont bien repris. Mais moi, ce qui m'enchante dans cette
première partie, dans cette phase allée de la Ligue professionnelle de volleyball, Oui. c'est bien entendu la prestation de Amal VBC. Amal VBC, c'est un club de Manigri, c'est un club qui est situé du côté de Basila Voilà. et qui, pour cette première partie, a enregistré autant de victoires en 3 matchs. Je pense que c'est une prestation qu'il faut saluer quand on sait que c'est un club amateur qui a été propulsé en championnat Voilà. professionnel. Oui. C'est un club qui a été créé il n'y a pas encore 3 ans et qui vient titiller la hiérarchie. Je pense qu'il faut suivre ce club. Ils ont réussi à battre le club de Boycon lors de la première journée. Lors de la deuxième journée, ils se sont déplacés du côté de Djougou. Ils ont dominé sur leurs propres installations l'équipe de Dynamique VBC, un club proche du président de la fédération, Ali Yaro, il faut avoir le courage de le dire, parce qu'il est de Djougou, c'est un club local. Et lors de la troisième journée, ils ont joué leur premier match à domicile, je parle donc de Amal VBC, qu'ils ont encore gagné 3 matchs, 3 victoires. Je pense que chapeau. Il faut donc les attendre le week-end prochain à Parakou où elles doivent livrer 2 matchs, je pense. Et là, il faut rappeler que c'est le championnat féminin. Voilà, du côté féminin, parce que le championnat est bien sûr lancé du côté des hommes que des dames. Alors, et parlant de Amal VBC, est-ce qu'on peut s'attendre à cette équipe promue créer la grosse sensation au soir de ce championnat? Pourquoi pas? Le début, ils ont obtenu 3 victoires sans aucun set, il faut le rappeler. Oui. Et c'est déjà prometteur pour ce club qui a déjà titillé les champions en titre de se voir peut-être au niveau de la dernière journée à la tête du championnat. C'est fort possible. Alors, nous n'allons pas trop rester sur... Et bien sûr, notons aussi qu'au niveau de la fédération nationale de volleyball, il y a beaucoup d'innovations cette année qu'on a observé, surtout au niveau de plan d'infrastructure. Nous avons l'intégration de 3 stades, celui de Natitengo, celui de Parakou et celui de Basila, pour rapprocher les compétitions des centres ruraux et aussi de rapprocher plus cette compétition au niveau de nos communes afin de vouloir détecter des talents au niveau de nos communes et de nos différentes villes. Bien sûr, ce n'est pas forcément ça. Au niveau de la fédération de volleyball coiffée aujourd'hui par le président Ali Yaro, nous attendons nos volleyeurs masculins au niveau de la CAN en septembre 2026, je pense bien. Aussi donc du côté des dames, alors, bien sûr cette année, et aussi du côté des dames aussi au niveau du Rwanda. C'est une première et ça fait partie de la structuration que le président de la Fédération béninoise de volleyball est en train de faire. Et bien sûr, après ça aussi, nous avons aussi la formation des formateurs qui est une première avec la participation aussi de la Fédération internationale de volleyball au niveau international pour axer aussi les formations de nos entraîneurs. En plus de cela... On note alors, là, au niveau de la fédération, que, en tout cas, cette fédération se prépare activement à l'instar d'autres disciplines qu'on a vu. On a parlé le week-end écoulé, la semaine passée, du basketball ici. On a vu les innovations de la nouvelle saison et on constate également au niveau de cette discipline qu'il y a, en tout cas, de la préparation. On ne laisse rien au hasard, on ne fait rien à la légère. Bien sûr, nous avons dit que cette dynamisme entamée par le président de la République n'a pas laissé aucune discipline sportive. Et c'est le tour du volleyball qui n'est pas forcément une discipline sportive connue de tout le public béninois où à chaque match on a beaucoup de public, non, mais cette année nous avons vraiment une restitution et c'est sous l'égide du président de la fédération et bien sûr du ministre Benoît Dato qui ne cesse de ménager aucun effort pour donner les moyens qu'il faut aux différentes fédérations pour vraiment relever notre niveau de sport sur le plan du volleyball à l'international parce que bien sûr nous avons en cours cette année la construction d'un terrain de volley beach à Fidjrosset avec le soutien d'une société béninoise qui est au niveau de la fabrication de la bière. Je ne veux pas faire de la publicité. Même pas ça, c'est ça, tout de suite tu vas passer bien sûr, en bas. Le président Ali Yaro est actuellement en tournée dans ce mois de février pour
venir soutenir les volleyeurs qui sont dans les championnats étrangers. Tout montre alors que, en tout cas, cette discipline en tout cas la fédération met tout en œuvre pour que les joueurs se sentent bien dans cette compétition. Alors, Pérez, on a noté dans l'intervention tout à l'heure du Bretcamp qu'il y a en tout cas une réelle restructuration de cette fédération, voire même de la discipline, pour que ce championnat soit à l'image d'un championnat véritablement professionnel. Est-ce que vous pensez que tout ceci va permettre à nos équipes de professionnels de volleyball de redorer un peu le blason au niveau de cette discipline, afin que nous puissions faire parler à l'instar de football, de basketball et pourquoi pas aussi de handball qu'on a joué la fois passée au Rwanda. Est-ce que le Bénin peut commencer par s'affirmer au niveau de cette discipline déjà? Moi, je le dis toujours, quand vous avez les moyens, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Quand vous êtes dans une maison qui a les moyens, vous êtes libre de faire, vous êtes livré à tout ce que vous voulez. Les ressources financières constituent le nez de la guerre. C'est ça. Par le passé, malheureusement, les fédérations sportives n'avaient pas beaucoup de moyens. Aujourd'hui, c'est chose faite. Depuis 10 ans, il y a la régularité du Bénin sur la compétition africaine continentale. Aujourd'hui, le ministère des Sports, par le biais du ministre Benoît Dato, a donc décidé de subventionner ou de prendre en charge 2 événements majeurs par an, par saison, au niveau des fédérations sportives. C'est-à-dire quoi? Quand vous prenez le basket, le hand, le volley et les autres disciplines, le ministère des Sports a donc décidé de prendre en charge une compétition sur le plan international. 2 compétitions plutôt sur le plan international. Ça peut être une Coupe d'Afrique des Nations, ça peut être une compétition majeure. C'est ça qui a justifié d'ailleurs la présence du handball à Kigali dernièrement. Voilà. Et c'est ça aussi qui va permettre à la Fédération béninoise de volleyball d'être, je pense, au Rwanda ou à Kigali pour la Coupe d'Afrique des Nations, de volleyball. Et pour le faire... Du côté des dames, bien sûr. Du côté des dames. Mais pour le faire, il faut avoir l'équipe qu'il faut. Il faut avoir des dames bien en forme. Et c'est pour cette raison que le président de la Fédération béninoise de volleyball, Ali Yaro, est donc, a pris son bâton de pèlerin en tant que bon musulman, excusez-moi de le dire, son bâton de pèlerin pour aller donc à la recherche, pour aller convaincre cette génération que nous avons formée au Bénin, mais qui aujourd'hui sont en train de défendre les couleurs, en tout cas... D'autres nations, on va dire. Non, d'autres clubs dans d'autres pays. Il faut qu'elles reviennent au pays pour représenter le Bénin. Et pour y arriver, il faut que le championnat local soit performant et fort. Et c'est pour revenir donc sur votre question de dire que oui, si les clubs se prennent au sérieux, le peu de moyens qu'on leur donne, les utilise très bien, on aura les résultats. Et c'est ça justement qui me fait moi plaisir au niveau du que ce soit du basket, du volleyball et du hand. C'est-à-dire, vous n'allez pas voir une stabilité au niveau du classement. Il y a de l'engouement. Voilà. Il y a des entrées, des sorties. Aujourd'hui, au niveau du volleyball, on parle d'Amal VBC qui était inconnu il y a 3 ans, il y a 4 ans. Voilà. Aujourd'hui, cette équipe, elle est crainte. Il faut la voir. Et pourquoi? Parce qu'au niveau de cette équipe de Amal, les responsables sont allés chercher 2 internationales. C'est-à-dire, je parle des femmes. Quand tu prends Aboro Sendi, qui est la meilleure passeuse aujourd'hui, est du côté de Amal VBC. C'est ainsi qu'il y a encore d'autres joueuses. Il y a la joueuse qui a été formée du côté de Dynamique VBC, si je ne me trompe. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a ce marché de transfert qui est créé au niveau des clubs. Avant, ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, tout est bien mis en place. C'est-à-dire que ce n'est pas encore la totale, mais pour la dynamique qui est déjà mise en place, on peut féliciter les différentes fédérations, notamment celle de la Fédération béninoise de volleyball, pour le travail qui est en train d'être fait, pour avoir maintenu cette dynamique de la professionnalisation de la discipline sur les 4-5 dernières années. Ensuite, de près, alors, ce championnat pour revenir. Oui, parce que le week-end prochain sera chaud. Voilà. Ça sera chaud le week-end prochain, surtout à Parakou. Il va falloir que, je pense qu'il doit y avoir 4 ou 5 matchs à Parakou. Le club qui est très très attendu, malheureusement, je dois pouvoir le dire, c'est bien entendu à mal, parce que tout le monde veut battre cette équipe aujourd'hui. Voilà. 3 matchs. 3 victoires pour une équipe qui vient de monter dans le championnat professionnel. Attention, les Paraquois aujourd'hui, pour ne pas dire les Paraquoises, veulent aujourd'hui arrêter la dynamique. Et pour le faire, il va falloir véritablement qu'elle se prépare. Et ce qui est bien dans cette histoire, c'est que, en tout cas, ce championnat ne se fait pas dans une seule ville. C'est qu'on se rapproche de plus en plus du public béninois et aussi s'intéresser aux jeunes qui ne connaissent pas peut-être ces disciplines-là ou bien qui ne s'adonnent pas encore
à cette discipline. Et ça, ça fait du bien, oui, forcément. Oui, ça fait du bien pour le Béninois. Ça fait du bien pour le Bénin. Mais à l'international, ça ne fait pas du bien. Parce qu'à l'international, on ne joue pas à l'air libre. Oui, ça aussi. Non, il faut qu'on revienne. Ça aussi. Nous parlons de. Oui, ça, il faut que les acteurs comprennent. Exactement. Nous ne sommes pas contre ce qu'ils font. Justement, ça dit parce que tout n'est pas encore rose. Il est bien de rapprocher la discipline du peuple, du bas peuple, du public. Nous sommes d'accord. Au plan local, nous allons performer. Au plan local, il y aura du spectacle. Au plan local, il y aura du jeu. Mais attention, il faut les conditions. Quand on sort du pays, on fait face à d'autres réalités. Et donc, par conséquent, moi, je voudrais sincèrement inviter les clubs, à défaut de se doter d'infrastructures, à défaut d'avoir des gymnases, ces clubs peuvent construire un terrain et couvrir juste l'euro. D'accord. Quand vous allez à Ouagadougou, au niveau du palais à Ouagadougou, oui, je pense très bien, oui, à Ouagadougou, le rôle qui accueille les matchs de volleyball, ce n'est pas un rôle fameux, ce n'est pas un rôle entièrement couvert. On peut le faire, les clubs peuvent le faire, ça ne coûte pas grand-chose. Il faut que ces clubs mettent en place une politique de mobilisation de ressources. Encore qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où les communes doivent intervenir au niveau des clubs. Quand je parle de clubs, au niveau des associations sportives, il le faut. Et c'est important de le faire. Je donne l'exemple de l'association sportive du port autonome de Cotonou, au niveau du basketball, qui est en train de construire aujourd'hui son propre terrain. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il va falloir que Elan Cotonou joue le fasse. Il va falloir que Énergie aussi le fasse. Dynamique VBC le fasse. Et que chaque club, selon la discipline, ait ses propres infrastructures sportives. On veut parler du roller sport. Oui. Il va falloir aussi que le roller sport aujourd'hui, un jour, ait sa piste de compétition. De compétition aussi. Ça va arriver. Alors, nous allons passer à une autre discipline sportive, si vous me le permettez. Il s'agit bien sûr de football, parce qu'on ne peut pas parler et naturellement du sport sans le football, même si Pérez ne sera pas d'accord avec moi. Mais quand même, on va y aller. Vous savez qu'un jour, on le fera. On fera cette émission sans parler de football. Je sais très bien que c'est ce qu'il aime. Mais nous, ici, on va parler de football et cette fois-ci de la fenêtre FIFA qui s'ouvre déjà en mois de mars, donc le mois prochain. Et on va parler des Guépards. Les Guépards qui jouent aussi pendant cette période, cet intervalle de temps-là. On a 2 matchs à livrer. Le premier match face aux Palestine et la deuxième face à la Guinée. Et qu'est-ce que le public sportif béninois pense de ces 2 pays-là qu'on veut rencontrer? Est-ce que ces pays, jouer face à ces 2 équipes-là, va permettre à nos Guépards de jauger leur niveau, de connaître ce qui se fait par le staff technique et tout ça? Nous allons suivre ce petit élément et puis nous on revient ici pour en parler. Histoire de remettre en place, parce que je crois que c'est une génération qui est en train d'être mise en place, si on peut le dire ainsi, si on se remémore à ce qui s'est passé à la CAN en Égypte 2019, une génération qui s'est refermée, une autre qui a commencé. Je pense que c'est cette nouvelle génération qui a réussi à participer pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc maintenant, l'objectif est d'asseoir une équipe qui sera plus compétitive et d'être présente à chaque fois aux compétitions continentales. Et donc ces 2 matchs viendront quand même prendre la température de cette équipe post Cannes pour voir ce qui s'est passé, pour voir ce qu'il a arrangé. Les vieux câbles ici, on doit enlever certaines personnes ou on doit rester avec certaines personnes. Donc ces 2 matchs, c'est des matchs tests et qui sera également, ces matchs seront également un tremplin pour l'équipe, pour le sélectionneur national d'injecter de sang neuf dans l'équipe nationale ou de tester d'autres joueurs. Déjà, il faut dire que pour les matchs amicaux, c'est toujours bien d'avoir des matchs amicaux. De par le passé, nous en avons eu peut-être un sur une fenêtre, mais aujourd'hui déjà nous avons 2 pour le mois qui arrive. C'est tout, en tout cas, c'est tout un bénéfice pour l'équipe nationale du Bénin. Maintenant, les adversaires, moi j'ai souvent l'habitude de le dire, les matchs amicaux, je ne taille pas trop d'importance sur les résultats. Moi, mon objectif, c'est toujours de voir les entraîneurs tester, pourquoi pas de nouvelles choses, essayer de nouveaux joueurs, essayer de nouveaux schémas tactiques. Donc face à la Palestine qui est actuellement 95e au rang mondial FIFA, le Bénin qui est 92e, ce qui voudra dire que l'écart n'est pas aussi considérable que ça. Maintenant, on a ce privilège de jouer contre une équipe qui n'est pas déjà sur le continent africain. La Palestine, je trouve
La Palestine et la Guinée, pour évaluer l'état de forme de nos guépards, qu'en pensez-vous? On dit chez moi, enfant, quand tu n'as rien, tu prends ce qu'on te donne. Comment ça? C'est pour vous dire, dans cette période, il est difficile d'avoir des équipes à jouer. D'accord. Il est très difficile. Il faut être très habile pour être actif sur le marché. C'est comme le marché de transfert. Ça bouge dans tous les sens. Il y a des offres à gauche, à droite. Je considère que mon pays, le Bénin, n'a pas encore de gros moyens aujourd'hui pour déplacer les grandes équipes, les grandes stars. Il faut avoir le courage de le dire. Pour avoir un match, il y a ce qu'on appelle les conditions pour obtenir un match. Mais la Palestine n'est pas une petite aussi nation de football. Quand on voit le classement, FIFA, ce n'est pas aussi... Je ne vois pas pourquoi certains Béninois tentent de sous-estimer l'équipe de la Palestine. Je ne sais pas. Et c'est ce que justement les Béninois font. Ils sont surpris quand, lors des éliminatoires, lors des compétitions, on passe tout le temps à sous-estimer les équipes. Et finalement, lors du match, on trouve que cette équipe n'était pas sous-estimée. Voilà. Ça, c'est le fort du Béninois. Pour ne pas dire c'est le fort de l'Africain. Il va falloir qu'on essaye un jour de reconnaître nos vraies valeurs. Cette équipe de la Palestine, je l'ai dit à quelqu'un hier sur ma page Facebook, je lui ai juste demandé d'aller taper Palestine équipe de football et d'avoir le classement FIFA Coca-Cola. On reviendra faire le débat. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu son Il n'est pas encore revenu. Pour vous dire que les gens cessent. L'équipe de la Palestine n'est pas une équipe à minimiser. Ce n'est pas une équipe à négliger. C'est une équipe devant laquelle il faut véritablement se battre si on veut vraiment faire des résultats. Parce que l'autre chose que vous oubliez, ces matchs amicaux comptent pour le classement FIFA Coca-Cola. Bien sûr. Et ces matchs amicaux, le classement FIFA Coca-Cola compte dans les éliminatoires à venir pour les années qui suivent. Oui. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas féliciter la fédération et aussi le ministère des Sports pour avoir mis les moyens, pour avoir permis. Avant, on criait match amico, on n'en trouvait pas. C'est difficile qu'on trouve un en une année. Mais aujourd'hui, on a deux. On a un, on a deux. Et encore, l'autre chose que nous oublions, c'est que les Amazones aussi sont en match amical. Voilà. Les Amazones seniors vont aussi jouer. Et c'est là, moi, j'applaudis la fédération. J'applaudis le ministère. Parce que avant, on ne voyait que les messieurs jouer les matchs amicaux. Oui. On oublie les dames. Alors que aussi les dames ont besoin de ces matchs amicaux pour se préparer, pour anticiper sur les erreurs à régler. Ça veut dire que nous avons au total 4 matchs à jouer. 2 matchs chez les hommes, 2 matchs chez les dames. Alors, Bertrand, est-ce que la Palestine et la Guinée, c'est de bonnes équipes à jouer pour le Bénin? C'est de très bonnes équipes du moment que l'écart de classement FIFA n'est pas trop. Et mieux, ceux qui sont en train de sous-estimer la Palestine, j'ai fait un petit travail par rapport aussi aux derniers matchs que la Palestine a joué au niveau de la Coupe arabe en 2025. La Palestine a fait 2 matchs nuls, 2 victoires et 1 défaite. La défaite est bien sûr contre l'équipe de Qatar. Okay. Bon, je parle de l'équipe de l'Arabie Saoudite. Voilà. Sinon, les 2 nuls, c'est avec l'équipe de Syrie. La Palestine a tenu tête à la Tunisie en faisant un score de 2 buts partout. La Libye, la Palestine a battu un peu le niveau de cette équipe. La Libye, 4 buts à 3. Et la Palestine aussi a obtenu sa victoire contre Qatar, 1 but à 0. C'est pour vous dire que la Palestine n'est pas une petite équipe. Mieux, c'est vrai qu'il y a la guerre dans leur pays et chaque fois, ils n'ont pas un effectif fixe et qu'ils ont au moins 95% de leurs joueurs qui évoluent à l'extérieur et les 5% sont des joueurs qui sont dans leur pays. Donc, la Palestine n'est pas une équipe à sous-estimer. Et mieux, je ne vois pas là où je trouve le problème du moment où le match n'a pas encore été joué. Et même si le match est joué, c'est après ce match-là qu'on pourra opiner. Si le travail est déjà fait par la fédération, en ayant déjà 2 matchs pour les journées. Dans une seule fenêtre déjà. C'est bien. Et pour la première, vous avez les Amazones qui veulent jouer encore 2 matchs. Je pense que le ministre et la fédération font de beau travail. Alors, je ne vois pas la faiblesse de l'équipe palestine. Voilà, et qu'on reste évidemment sur nos gardes, surtout au niveau de l'encadrement technique, parce que les statistiques que vous venez de rappeler là font froid aux yeux, parce que quand on fait nul face à la Tunisie sur le continent,
On connaît le classement de la Tunisie sur le continent par rapport à nos guépards. Donc, l'équipe de l'Arabie Saoudite, l'équipe du Qatar, les amis du Carrefour. Alors, pour finir rapidement sur ce sujet, je vais demander sur ce plateau, vous, quelles sont les issues probables que vous prévoyez au niveau de ces deux rencontres-là, contre la Palestine et contre la Guinée? Issues probables, votre pronostic? Non, je ne fais pas de pronostic. Vous allez vous prononcer quand même au moins, dire si le Bénin part, en tout cas vainqueur, ou c'est pas, c'est un match nul, sans dire forcément peut-être qu'un score est ça? Je pense que quand je regarde la dynamique de la CAN, je vois l'effectif de la CAN. Normalement, pour un match amical comme celui-là, gagner de si pour une fois il serait sérieux, devrait nous permettre de voir de nouveaux visages, de nous permettre de voir les joueurs qu'il a laissés sur le banc lors de la CAN, alors que ces joueurs auraient pu jouer un grand rôle. C'est de leur permettre d'avoir du temps de jeu. Et par conséquent, si c'est le cas, je peux dire que l'objectif pour moi n'est pas forcément le résultat sur le terrain. Mais l'objectif pour moi, c'est de voir le jeu, c'est de voir de nouvelles têtes au sein de cette équipe, au sein de cette formation. Et si vous vous rappelez très bien, si vous avez suivi tous les matchs de la CAN, vous allez constater que ce sont souvent les joueurs qui sont sur le banc qui viennent relever notre niveau. Je le dis, mais les gens n'ont souvent pas compris cela. Les titulaires en qui nous avons confiance, quand ils montent sur le terrain, ce n'est pas forcément ça. C'est quand on fait 1, 2, 3 changements qu'on sent véritablement que la marionnette est en train de prendre. Et moi, je voudrais sincèrement que l'encadrement technique puisse donner de la place à ces joueurs qui n'ont pas véritablement de temps de jeu. On a vu Steve Mounier, on a trop vu Steve Mounier. Je ne dis pas qu'il n'a plus sa place dans l'effectif. On a trop vu Jodel Dessous, on a trop vu, comment on appelle, Saturnin Alagbe, on a trop vu Marcelin Dandinou. Il faut qu'on laisse de la place à des jeunes joueurs qui pas Marcel Dandinou. Non, Marcel Dandinou, désolé, Marcel Dandinou. Qu'on donne de la place aux jeunes. Pas forcément aux jeunes, mais à de nouvelles têtes. Parce que, à force de compter chaque fois sur ces certitudes, on risque d'être en incertitude. Voilà. Et tu as tout dit. Maintenant, vous au moins, en effet, les fenêtres FIFA, c'est pour tester les automatismes, c'est pour voir le niveau des joueurs à aligner. Et donc, si ce n'est que ça, nous devons forcément avoir de nouvelles têtes dans l'équipe nationale. Et c'est ce que tout le monde veut. Il y a des joueurs qui ont déjà fait leur temps dans l'équipe nationale. Donc, avec les nouvelles têtes qu'on aura, je pense bien, en tant qu'un Béninois et fier des Guépards, que les Guépards vont pouvoir remporter ces 2 matchs. Voilà. C'est vos avis sur le plateau, mais que pense le public sportif béninois? Que pensent les férus de football? On suit rapidement et puis on passe au second sujet, ou bien au troisième sujet. Bien sûr. Voilà. En Palestine, je trouve que comme le Bénin ne marque pas beaucoup de buts, 3-1. Parce que nous encaissons aussi. 3-1. Vu les performances de la Palestine au dernier truc de leur continent asiatique, je pense que c'est 3-1. Mais pour la Guinée, on part gagnant 2-1. Je pense que la Palestine, on peut en faire d'une bouchée. Elle se voit un peu, mais ça va véritablement être corsé face à cette équipe de la Guinée. Donc là, on peut parler de 2-2, match nul. Mais pour la Palestine, je mise sur la victoire des Guépards, 3-1. Pronostic, on ne va pas aller vite en besoin parce que c'est deux matchs. Je pense que le Bénin n'a pas encore eu la chance d'affronter ces deux équipes par le passé, si j'ai bonne mémoire, que ce soit la Guinée ou que ce soit l'équipe de la Palestine, qui est l'équipe qu'on connaît le moins d'ailleurs dans cette explication. Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain, mais je pense qu'au vu de la prestation des Guépards lors de ces dernières échéances continentales, je pense que l'équipe pas favorite quand même pour jouer cette équipe palestinienne. Une victoire néanmoins, parce que l'équipe de Palestine n'est pas non plus une faute de guerre. C'est une équipe qui évolue de l'autre côté de l'Asie, et donc pas forcément une équipe à craindre, mais attention, il faut rester prudent et essayer quand même de gagner le match le plus important. Contre la Guinée, je pense que c'est un match qui sera un peu plus haute pour l'équipe nationale, parce que vous connaissez la Guinée d'un certain Serhou Guirassy, qui est quand même l'un des meilleurs buteurs, co-meilleur buteur de la Ligue des Champions la saison passée, aujourd'hui qui est en train de faire quand même de très belles choses avec l'équipe de Dortmund. Quand il sera présent, forcément ça va être difficile. Le Bénin ne pas favori, mais le Bénin a quand même
son mot à dire. Peut-être je vais pronostiquer pour un match nul ou une défaite des Guépards sur le score de 2-1. Je ne suis pas trop friand des pronostics ou même encore m'immiscer sur un terrain pour un match amical. Mais je crois que face à la Palestine, si les Guépards peuvent arriver déjà à s'en sortir avec une victoire 2-1, 2-0, je crois que c'est prenable. Mais face à la Guinée, je crois que à ce niveau-là, les deux formations, pour moi, peut-être, c'est deux formations qui sont désormais sur le même pied d'égalité. Donc, je pronostique un match nul 1-1. Retour sur ce plateau et puis on parle d'une discipline qui est en pleine expansion au Bénin. Il s'agit bien sûr de roller sport. Roller sport que nous recevons ici son président, le président de la Fédération nationale de roller sport. Et il s'agit bien sûr de Marius Thibozo. Marius Thibozo, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Monsieur. Merci. Alors, vous allez nous aider à comprendre cette discipline qui n'est pas forcément connue de tous, mais grâce à votre intervention ce soir sur ce plateau, nous allons comprendre qu'est-ce que le roller sport et comment ça se pratique. Ok. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette émission que vous nous offrez. Le roller sport, c'est tous les sports qui se pratiquent sur les patins à roulettes. Et quand on parle des patins à roulettes, c'est des chaussures qui ont des petites roues. Et il y a plusieurs types de patins. Il y a les patins dont les roues sont disposées en ligne, des patins dont les roues sont disposées comme la voiture. Il y a les planches à roulettes et aussi les trottinettes. Donc tout ça là, ça fait partie du roller sport. J'espère bien que la réalisation va nous aider à voir ces quelques images des patins dont vous parlez. Alors, comment, dans la pratique, comment ça se passe? On prend seulement les patins, voilà, ce qui se montre à l'écran. On prend seulement les patins là et puis on monte là-dessus. C'est comme ça se passe? Non, pas du tout. Il faut être initié. Il faut être initié. Et ça commence par les B.A.B.A. Donc, nous avons des coachs qui sont dans des clubs et quand vous venez, on doit vous initier parce que vous ne pouvez pas vous tenir debout. Donc, il faut développer l'équilibre nécessaire qu'il faut sur les patins à roulettes pour pouvoir rouler. Donc, si vous n'avez pas l'équilibre, vous ne pouvez pas. Donc, il faut être forcément initié à la pratique de ce sport. Ce qui est bien déjà, vous parlez de coach, vous parlez des clubs, ce qui voudra dire que nous avons des clubs de rollers au Bénin. Bien sûr, nous avons beaucoup de clubs. Alors, quels sont en tout cas ces sujets, si vous parlez de ces sujets, les sportifs ou bien c'est n'importe qui peut venir dans un club de rollers, un peu comme les autres disciplines pour pratiquer ce sport-là, ou bien il faut avoir des prédispositions données avant de pratiquer ce sport-là? Non, pas du tout. Il ne faut pas avoir de prépositions pour pouvoir pratiquer ce sport parce que le sport, tout d'abord, le sport n'a pas d'âge. Tout le monde peut pratiquer tous les sports qu'il veut. Et quand nous prenons le roller sport, c'est un sport d'équilibre, de concentration qui éveille beaucoup les enfants. D'accord. Et aujourd'hui, quand nous prenons comment on appelle, nous prenons les licenciés de la fédération, la majorité c'est constitué des enfants. Et ces enfants, c'est des enfants de 5 ans au moins qui pratiquent, qui viennent. Avant, c'était les grands. Mais lorsque nous avons amorcé le développement de cette discipline, ça a attiré beaucoup d'enfants. Et aujourd'hui, et comme vous le savez, c'est pour avoir de très bons résultats sur les compétitions, il faut se baser sur la pépinière. Voilà. Donc, c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'avoir tous ces résultats que vous voyez, parce que c'est une formation à la base. Voilà. Alors, avec moi sur ce plateau, je suis toujours avec Pérez Lecotan. Pérez Lecotan qui a forcément des choses à demander au président. Oui, bien sûr, monsieur le président. Le Bénin est 5 fois champion d'Afrique de roller sport. Je voudrais savoir, depuis plusieurs années, on n'entend plus parler des championnats d'Afrique. Qu'est-ce qui se passe?
Comme tu le sais, vous le savez, ce n'est pas de notre ressort. Je tiens à remercier infiniment le ministère des Sports à travers le ministre Benoît Dato, qui œuvre inlassablement pour la promotion de toutes les disciplines, le financement des activités. Mais aujourd'hui, depuis 2022, il n'y a plus jamais eu de championnat d'Afrique. Et nous sommes orphelins des compétitions. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous n'arrivez plus à entendre parler des prouesses du roller béninois. Ouais. Mais pour pallier cette absence, on a appris que la fédération a décidé de créer sa propre compétition qui est validée par la fédération internationale. Vous pouvez nous en parler? Bien sûr. Vous savez, il y a, comme on vient de le dire, depuis 2022, il y a une tranche d'âge d'athlètes qui ont été sacrifiés, à savoir la catégorie junior, parce que c'est à partir de 15 ans. Donc les athlètes qui ont eu 15 ans en 2022 devaient faire leur première année en 2023, 2024, 2025. Parce qu'à 19 ans, ils passent de la catégorie senior. Donc ces enfants n'ont pas eu de compétition jusqu'à ce que ils sont passés en catégorie senior. Alors que vous le savez, la catégorie senior, c'est une catégorie très redoutable. Et c'est très difficile à ces athlètes-là aujourd'hui de trouver de place. Pour y parvenir, pour pallier à cette situation, la Fédération béninoise a initié un vaste programme de compétition qu'il a l'habitude d'organiser, qu'on appelle le Challenge Cotonou Skating. Et cette compétition, nous sommes déjà à la 73e édition. Et vu l'envergure de cette compétition, beaucoup de pays demandent à venir sur cet événement au Bénin. Donc, compte tenu de la situation de manque de compétition, alors la fédération a noué les relations de proximité avec la fédération internationale. Donc, à partir de cette année, nous avons internationalisé une édition du Challenge qui devient International Challenge Cotonou Skating. Et cette compétition va regrouper tous les athlètes au plan mondial, les fédérations, les clubs, tous ceux qui peuvent venir s'inscrire, vont s'inscrire pour venir participer à cet événement international. Et c'est quand? Cette compétition est prévue du 1er au 5 avril 2026 à la place de l'Amazone et sur la route des pêches. D'accord. Pour l'instant, on espère qu'il n'y aura pas de problème de validation avec la Confédération africaine. Non, mais je rappelle que le président de la Confédération africaine de roller sport, c'est un compatriote, c'est l'actuel maire de la commune d'Abomey-Calavi. Vous savez, ici, cet événement, ça sort déjà du cadre africain. C'est un événement mondial. C'est les tests qui l'ont prévu. Et nous avons utilisé les tests pour avoir la validation de la fêtière. La fêtière, c'est la Fédération internationale. Donc, nous avons eu l'agrément pour que chaque année, cet événement soit organisé au Bénin. Donc, c'est pour dire qu'à partir de cette année, le Bénin sera le carrefour du roller mondial. Voilà. Alors, c'est ce que vous avez... Moi, je voudrais sincèrement féliciter le président Marius Chibozo. Il faut rappeler que c'est l'une des disciplines qui ramène beaucoup de médailles au Bénin. 5 fois champion d'Afrique, ce n'est pas donné. C'était d'abord au Togo, après le Togo, c'était en Égypte. Après l'Égypte, il y a le Bénin. Après, il y a encore l'Égypte, il y a le Congo. Il ne faut pas oublier encore l'histoire de la retransmission en direct coupée par le gouvernement congolais. Mon cher Modeste, il faut venir pour suivre ce qu'on appelle le roller sport pour voir. Il faut rappeler que ce n'est pas que le roller sport sur piste, il y a aussi le slalom, il y a le saut en hauteur, il y a le saut en longueur. C'est beaucoup de choses. Il faut venir suivre et vous serez très séduit. Voilà, nous n'allons pas quand même laisser le président partir sans demander un appel
à l'endroit des parents, parce que vous avez parlé tout à l'heure de la tranche d'âge que vous accordez beaucoup plus de crédit pour le moment, qui sont des enfants à partir de 5 ans. Et vous savez très bien que quand on voit, en tant que parent, quand on voit ce sport qui se pratique sur des roues, on va dire en quelque sorte, ça fait un peu tic, ça fait peur. Les parents ne sont pas trop disposés à laisser peut-être les enfants aller pratiquer ces sports-là. Quelle assurance vous donnez à ces parents-là? Tout d'abord, je tiens à dire aux parents que le roller n'est pas un sport compliqué. C'est un sport très plaisant qui permet vraiment à l'athlète d'être concentré. Il faut voir tous les athlètes qui pratiquent le roller sont très concentrés en classe. Voilà. Ils sont très concentrés, très motivés parce que c'est un jeu d'équilibre. Et pour développer ces équilibres, l'athlète même arrive à développer ses propres équilibres sur les patins à roulettes. Et quand on inculque à l'enfant, dès le bas âge, l'équilibre qu'il faut pour ne pas tomber, ça le suit. Que ce soit dans la vie active, dans la vie sociale, tout. L'athlète est bien formé. Voilà. Et quand nous prenons la tranche d'âge que je viens de parler, c'est de 5 ans et plus. Pourquoi 5 ans? Parce que nous, on veut avoir des résultats. Parce qu'on s'est dit que pour avoir des résultats, il faut se baser sur les enfants. Voilà. Et ces enfants aujourd'hui, comme Pérez connaît correctement, nous prenons les enfants d'Emba Diallo, c'est des enfants que nous avons gardés dès le bas âge aujourd'hui, qui sont des athlètes plus redoutables sur le continent africain. Les athlètes les plus clins, ce sont ces enfants. Donc aujourd'hui, nous demandons aux parents d'inscrire massivement les enfants à la pratique du roller parce que ça participe beaucoup à l'éducation des enfants. Voilà. Et faire du roller, c'est comme aller à vélo. C'est ceux qui ne connaissent pas. Quand tu es à l'extérieur, on croit que aller en roller, c'est difficile. Non, c'est exactement aller à vélo. Développer l'équilibre pour rester sur le vélo, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas un sport très compliqué, c'est un sport très plaisant, très apprécié des enfants. Donc, on invite tout le monde à inscrire massivement les enfants pour qu'on puisse on puisse toujours avoir une équipe très solide qui va représenter le Bénin dans les grandes compétitions, que ce soit sur le plan continental, sur le plan mondial. Voilà qui est bien dit, mesdames, messieurs. J'espère que vous voyez maintenant qu'il y a plus de peur que de mal au niveau de cette discipline. Alors, merci Marius Thibodeau. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale de roller sport. J'espère que les prochaines fois, nous pouvons toutefois vous avoir. Bien sûr, bien sûr. Alors, mesdames, messieurs, nous allons passer cette fois-ci à la toute dernière étape de cette émission. Il s'agit bien sûr du sport au-delà du Bénin. Place au barrage de la Ligue des Champions qui nous a laissé une grosse surprise. Cette fois-ci, un club norvégien, Bodo Glimt bien sûr, qui a fait sortir de gros cadeaux lors de cette édition de Champions League. Ça parle City, ça parle Inter, ça parle aussi Atlético de Madrid. Alors cet Athénie, est-ce que vous attendez à ce stade-là, ce club ? Pour le barrage, je ne m'attendais pas à ce qu'ils puissent faire si fort, parce que dans ce barrage, ils ont quand même été opposés à l'Inter de Milan. Voilà. L'Inter de Milan, c'est un grand nom en termes de football européen, en termes de Ligue des Champions, puisqu'on parle de cette compétition-là. Et donc, voir Bodo Glimt faire ce qu'ils ont fait, déjà précédemment face à Manchester City, qu'ils ont battu, au Paris Saint-Germain, qu'ils ont battu, à l'Atlético de Madrid également, qui a été battu, et faire la même chose face à l'Inter, j'étais surpris. En aller-retour, bien sûr. Oui, volte-face, quoi, en fait. À l'aller comme au retour, j'en ai été grandement surpris, davantage que cela puisse se faire au Giuseppe Meazza, dans l'antre de l'Inter de Milan. J'étais très surpris. Malgré que les internationalistes ont pu faire tout ce qu'ils pouvaient faire, ça n'a quasiment rien donné du tout. Je crois que les Norvégiens sont restés droits dans leurs bottes. Ils sont restés surtout focus sur ce qui les a amenés là. Et ils n'ont pas eu du tout froid aux yeux. Ils ont affronté
on va dire, plus grands qu'eux, mais en étant totalement des soldats, des hommes. Et le résultat que ça a donné, c'est celui que nous avons vu. Alors, je sais très bien que cette question va faire plaisir aux Merengues, surtout à Bert Cambrun sur ce plateau. Alors, Bodo Glimt qui a réussi là où le Barça, le Grand Barça n'avait pas pu l'année passée. Je dirais seulement et simplement que quand vous voyez ces petits clubs émerger, ce n'est que le fruit du travail acharné. Et il faut remarquer que le club Bodo Glimt a au sein de son effectif beaucoup de joueurs qui sont jeunes et qui peuvent faire le job. Et ils sont préparés pour ça. Ils s'annonçaient depuis le début de la Champions League. On les voyait venir. Et voilà, ils ont fait la messe à l'équipe, la vice-championne de la Ligue des Champions. Et ça, c'est le summum. C'est vrai que nous avons remarqué, nous avons fait ce petit constat l'année passée que l'Inter de Milan a un effectif un peu vieillissant. Et mais ça ne les a pas empêchés d'éliminer le Barça. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'ils avaient des individualités sur qui ils comptaient. Voilà. Et ne pas renouveler ces joueurs a coûté cette élimination au niveau de ce barrage. Et je ne peux que souhaiter bon vent à Bodo Glimt et de continuer par faire ce travail-là qui finira par payer. Voilà. Alors, je reste avec vous pour que vous puissiez nous rappeler rapidement l'ensemble de ces équipes qualifiées déjà pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Bien sûr, le tableau est déjà au complet. Bien sûr, le tableau est complet. Nous connaissons déjà les 16 clubs qualifiés. Nous avons l'Arsenal, l'Atlanta, l'Atlético, le Grand Barça, le Bayern, Bodo Glimt, Chelsea, Galatasaray, bien sûr, j'y arrive, Leverkusen, Liverpool, Man City, Newcastle, PSG, Real de Madrid, Sporting et bien sûr les Spurs. La seule chose qui fait plaisir dans tout ce que tu as dit, tout ça là, c'est qu'arrivé au niveau de Barça, tu as quand même dit le Grand Barça. Ou bien cette. Alors, et on finit rapidement sur cette fenêtre de Ligue des Champions avec l'équipe, en tout cas les adversaires probables au niveau des deux. En tout cas, on va parler du champion et du vice-champion. Je vais parler bien sûr du PSG et pas du vice-champion. Le vice-champion est déjà out, et du Barça et du Real. Le Real qui est pressenti rencontrer soit City ou Benfica ou Sporting de Lisbonne. Et le Barça qui est pressenti entre Chelsea ou bien Newcastle. Voilà. Oui, le Barça pourrait rencontrer... non, je crois que le PSG pourrait rencontrer... Le PSG ou le PSG pourrait rencontrer soit le Barça, soit Chelsea. Voilà. Et le Real de Madrid pourrait rencontrer Manchester City ou le Sporting de Lisbonne. Quel serait le meilleur tirage pour ces deux clubs espagnols? Je ne suis d'aucun de ces deux clubs. Bon, le Barça, lui, il est déjà qualifié. Comment ça? Il n'est pas qualifié. Il est déjà qualifié pour les huitièmes. Il est déjà qualifié pour les huitièmes, autant que ceux qui ont joué les barrages. Voilà, c'est ça. C'est eux qui, enfin, c'est ceux qui ont joué les barrages qui pourront savoir quel club tombera sur eux. Mais pour le Barça, qu'il tombe sur le PSG ou pas, je pense que le Barça reste le Barça. C'est un club en totale reconstruction. Et on a vu ce qu'ils ont pu offrir à l'intersaison, je vais dire ça de cette façon-là, entre le mercato d'hiver et maintenant, on a vu ce qu'ils sont en train de pouvoir offrir. Mais je pense que c'est une équipe qui retrouve sa solidité, qui retrouve de la fluidité. Et donc, que ce soit le PSG ou une autre équipe, le Barça reste le Barça et ça va être un beau match, quelle que soit l'équipe qui viendra. Maintenant, par rapport au merengue, le Real Madrid, qui se trouve être qualifié, qui rencontrera soit le Sporting ou le Manchester City, personnellement, je dirais que je souhaiterais pour les merengues qu'ils puissent tomber sur Manchester City, premièrement, parce que c'est une équipe qu'ils connaissent assez bien, avec laquelle ils ont déjà plusieurs fois joué. Parfois, ça tombe bien, parfois, ça tombe mal, mais c'est quand même une équipe qui est très connue. Le Sporting se trouve être une équipe très surprenante, avec une jeunesse et une fougue qui est totalement difficile à contrôler. Certains en ont fait les frais. Le Barça en a fait les frais, si je ne me trompe pas. Non, le Paris Saint-Germain plutôt en a fait les frais pendant la première phase de la Ligue des Champions, la phase aller. Et donc, je pense que cette équipe du Sporting-là a beaucoup de choses à faire valoir. Et
Puis c'est encore une équipe portugaise. Et les équipes portugaises avec le Real, ça ne va pas toujours très bien. Pour quelqu'un qui n'est ni Barça ni Real et qui souhaite quand même rencontrer une équipe, qui souhaite une équipe moins prenante, on va dire, entre griffes pour le Real. Je pourrais vous dire pourquoi. Oui. Parce que s'ils se qualifient au tour suivant, nous aurons de gros matchs. Voilà, ouais, on aime les gros matchs. On finit avec vous, parce que le temps nous presse déjà, on finit avec vous un mot sur ce phénomène qui a cours actuellement au niveau du football, notamment avec cette rencontre entre Benfica et Real, où on a assisté à cette histoire du racisme. Oui. Je vous pose rapidement la question en 2 mots. Vous me répondez comment vous voyez qu'on peut éradiquer le racisme du football? Je voudrais aller au-delà du racisme, je voudrais aller au-delà de toute péjoration qui a trait au genre ou qui a trait au sexe ou tout le reste. Je voudrais que l'on puisse définitivement pouvoir éradiquer cela. Et si entre joueurs, on a ce problème-là, si entre encadrement, équipe d'encadrement, on a ce problème-là, si entre institutions, il y a ces problèmes-là en interne, c'est que le verre, il est dans le fruit. Et donc, il faut véritablement trouver la bonne stratégie pour pouvoir éradiquer entièrement. Et l'une de ces belles stratégies serait une fois qu'on a déterminé une personne qui est véritablement coupable de ce fait-là, de le punir avec la dernière rigueur afin que sa punition, afin que son cas puisse servir d'exemple aux autres. Que cette personne qui a fait cette erreur, que ce soit maintenant ou après, puisse servir véritablement de belle cobaye, quoi. Mais une cobaye qui ne survit pas du tout. Maître Cambouin, je vous repose la même question concernant le racisme. Est-ce qu'on peut véritablement éradiquer ce mal dans le milieu sportif? Comment on peut y arriver? Bien sûr qu'on peut éradiquer. Je pense que la question de racisme ne date pas d'aujourd'hui dans le football. Et je pense que c'est la FIFA qui peine à prendre des décisions salvatrices pour éradiquer ce phénomène. Et si jamais la FIFA décide, je donne un exemple, de punir ou même d'exclure un joueur qui envoie des propos racistes à son adversaire, par exemple, même un partenaire. Ils peuvent aller même jusqu'à la suspension d'une saison pour ce joueur-là. Parce que vraiment, c'est à la fêtière du football mondial de vraiment de taper le poing sur la table pour éradiquer totalement ce phénomène qui ne fait que gangréner le football. Nous espérons bien que ces autorités au niveau du football à l'international puissent trouver les solutions idoines pour que, en tout cas, ce mal-là puisse être définitivement éradiqué du milieu de football. Alors, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce numéro de Rendez-vous Sport. Et puisque l'actualité continue sur Eden Télévision, nous allons vous demander de rester avec nous pour être informés en temps réel de toute l'actualité. Au revoir.